Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast culturel qui s'interroge et débat sur l'actualité du cinéma, de la littérature, des séries et parfois même des jeux vidéo. Aujourd'hui, on voulait faire une émission un peu spéciale sur les Césars 2021 du cinéma français et puis faire un retour sur l'année 2020 du cinéma français en général. Pour parler de ça avec moi, j'ai Mickaël. Salut, salut. Pourquoi t'aimes le cinéma français, Mickaël ? Parce que j'aime toutes ces femmes. C'est Catherine Deneuve, c'est Juliette Binoche, c'est Isabelle Huppert. Je les aime, je vous aime. T'aurais pu le faire en imitant Fanny Ardant, hein. Oh oui, j'aime Fanny Ardant aussi. En plus, je suis dans un film cette année encore. J'ai également Céline avec moi. Salut Céline. Céline, elle est sur son lit et demande toujours à Mickaël, alors tu aimes mes fesses ? Hommage au cinéma français. Waouh, c'est intime. Et je suis moi-même Thierry, fan de cinéma français depuis que j'ai découvert Le Roi Lion. Le Roi Lion. Quel grand cinéaste, quel grand film. Bah peut-être qu'il a découvert Le Roi Lion à 20 ans, on sait pas, hein. Et ça changerait quoi par rapport à la nationalité du film ? La cérémonie des Césars a eu lieu le 12 mars dernier. On avait en tête des nominations 3 films, Adieu les cons, Été 85 et Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc des films qu'on a vus. Mais le grand film qui est parti avec toutes les récompenses, 7 pour être exact, même 8 je crois. Non, 7, Adieu les cons. J'hésite entre 7 et 8 parce qu'il y avait le César des lycéens. Et c'est une nouveauté, mais du coup, je sais plus s'il comptait dans les 7 ou pas. Mais il a eu 7 Césars. Qu'est-ce qu'il a eu comme César ? Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle, pour Nicolas Marie qui joue un aveugle, meilleur scénario original, meilleur décor, meilleure photographie. Et malheureusement, je suis le seul à avoir vu ce film. Et en plus, je vous en avais déjà parlé dans une émission comme quoi j'ai du flair. Hein. Ouais. On a hâte de le voir. L'émission s'appelait Les meilleurs films de juillet-août ou je sais plus quand, de fait, septembre-octobre. Non mais t'as eu tort, c'était les meilleurs films de l'année. Haha. Ah, peut-être qu'il en a reparlé. Oui, du coup je me suis trompé. Peut-être qu'il en avait reparlé dans son top de l'année, hein, Mickaël, qu'est-ce que t'en racontes ? Même pas. Non, il n'était pas dans mon top de l'année. Je crois que le film est sorti en octobre et il a une vie courte en salle. On peut se dire qu'avec ses 7 Césars, quand il va ressortir, il va amener les gens au cinéma. Moi, j'avais eu de la chance de le voir en festival et j'avais aimé parce que c'est Albert Dupontel qui fait du Dupontel, mais avec à la fois sa fougue de jeunesse, mais à la fois une maturité, que ce soit dans la mise en scène, dans l'écriture ou même dans son jeu à lui, qui en tant que personnage principal est suffisamment mature pour mettre en avant plutôt les autres personnages, donc Virginie Efira qui était super, et Nicolas Marié qui a justement eu le César. Et voilà, il y a vraiment pas grand chose à dire sur ce film que le voir pour se rendre compte à quel point c'est vraiment super. Mais est-ce que c'est plus mature encore que Au revoir là-haut, qui était déjà... franchement, c'était hyper mature hein, par rapport à 9 mois ferme qui était juste avant aussi. Ouais, j'avais beaucoup aimé 9 mois ferme, mais adieu là-haut. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Adieu là-haut, c'est crossover. Ça marche dans un sens, ouais. Moi j'ai préféré Au revoir là-haut, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a un matériau d'origine très fort, qui est le roman de Pierre Lemaitre. Et puis, il y a... En fait, le fait de le mettre dans le passé aidait beaucoup plus à ce que ça rende universel le truc. Et puis, il y a beaucoup de fantaisie. Dans Adieu les cons, c'est contemporain, mais c'est aussi universel parce qu'il y a des décors qui ont l'air un peu faits, il y a beaucoup de choses qui sont un peu fantasques. Mais ouais, il a plus de maturité dans le sens où il colle plus à son cinéma habituel, on va dire. Qui parle plus de marginaux dans lequel on va mieux dans lequel on peut se transposer, dans lequel on peut se reconnaître. Les marginaux sont les marginaux d'aujourd'hui, donc il y a cette femme qui est atteinte d'une maladie, il y a un homme qui se fait virer de son travail, et il y a l'aveugle qui, du coup, plus pour le côté handicap, mais laissé pour compte. Mais les trois sont laissés pour compte par la société. Et je trouve que c'est plus facile de se reconnaître, et c'est vraiment tout ce qu'il a toujours fait, en fait. Plus que Au revoir là-haut, qui était comme une parenthèse enchantée, je trouve, dans son film. Mm-hmm. C'est vrai. Bah, on dit c'est vrai, mais on n'a pas vu le film.
Hein. Non, mais c'est une Non, mais on connaît un peu la filmographie de Dupontel. On peut s'imaginer que Au revoir là-haut, c'est une parenthèse enchantée, un peu fantasque, presque très poétique. À l'époque, on avait aussi dit poétique, mais alors que lui, Albert Dupontel, a une poésie un peu différente d'habitude, un peu d'humour noir, que peut-être il est revenu plus dans son truc. Mais je suis très pressé de le voir. Je l'ai pas vu, mais je suis très pressé. Il n'est pas ici aux États-Unis. C'est assez drôle, Thierry, parce que tu dis qu'il fait du Albert Dupontel, et pourtant j'ai l'impression qu'à chaque fois il se renouvelle. Genre j'ai jamais l'impression de voir 2 fois la même chose, même si, comme tu dis, il a peut-être une patte un peu de réaliser, mais j'ai l'impression qu'il réalise tellement au feeling que tu sais pas vraiment à quoi t'attendre non plus. Et c'est intéressant. Il se renouvelle énormément, c'est vrai, mais il y a quand même un noyau dur qui est parler des marginaux, des films qui sont plutôt enfin je sais pas comment dire, qui appellent à se rebeller, quoi, qui remuent quelque chose en fait, des films qui sont de gauche, clairement, anticapitalistes. Mais il y a beaucoup de poésie dans Adieu les cons, faut pas croire que c'est ancré dans le réel, c'est vraiment très poétique, parfois même fourre-tout. Ouais. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Du coup, si c'est Adieu les cons qui a eu 7 Césars sur 13 nominations, il y a 2 déçus, Été 85 et Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est étonnant. Comme cette fois-ci vous les avez vus, je vais vous laisser me dire entre ces 2 films... qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu gagner plus de César? Alors, lequel film on s'est pas endormi, Mickaël? Été 85, ça va, on s'est pas trop endormi dans Été 85. Hein. Ouais, mais on critiquait beaucoup. Oui, mais je pense que le problème de... on commence par Été 85. Le problème, c'est que... Non, c'est le moins nul, oui, on en reviendra après, mais moi, Été 85, c'est... J'adore François Ozon. François Ozon m'a scotché dans ses films, dans La Maison, dans Alfred... C'est ma maman. Dans La Maison, avec Fabrice Lucchini, il y a un étudiant qui commence à s'accaparer à la vie de Fabrice Lucchini. Voilà, il a toujours eu des sujets que je trouve intéressants et un peu toujours une certaine perversion. Qu'on a pu voir aussi dans L'Amant double, que l'on a pu aussi voir dans des films un peu moins notables comme Une nouvelle amie, ou encore France, c'était un peu très différent. Il n'y a pas trop de perversion dans France, mais il y a quand même une petite perversion parce qu'il y a une tromperie. Il y a ce côté un peu tromperie, jeu de l'identité. Et donc là, on revient à Été 85 qui est toujours dans cette question d'identité et cette question de un peu de perversion toujours aussi, parce qu'il y a ce truc dès le début, quelqu'un est mort et tout ça, et en fait c'est le problème du film, c'est le problème de la fatalité, on sait quelque chose s'est passé, du coup on attend cette chose, on l'attend, du coup pendant tous les 1h30 du film, on se fait un autre film en parallèle qui ne correspond pas du coup à la fin, et on est un peu déçu parce que la fin, c'est pas au niveau de la perversion qu'on s'était mis, nous, en tant que spectateurs. Et ça pose problème, je trouve, au film, qui est un peu long à se mettre en place en plus, qui est une romance d'été éphémère, franchement, c'est assez ennuyeux. J'aurais pas dit lent, mais j'aurais dit mou. Non, oui, c'est mou pour du Ozon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment d'envol. Il n'y a aucun moment qui prend son envol. Il n'y a pas... Même en réalisation, moi je me rappelle, L'Amant double, c'est le début de L'Amant double, on arrive, c'est une scène où on voit le vagin d'une femme, quoi, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, de là, on met la barre haute en niveau réalisation, et le mec il a pensé à ça, quoi. Alors que là, moi, il n'y a aucune scène que j'ai trouvée qui était d'un niveau d'intelligence que ce réalisateur nous a démontré par le passé, en fait. Et du coup, c'est un bon film, mais c'est un Ozon moyen. Voilà, c'est ça le truc, c'est-à-dire par rapport aux autres films de français, c'est vrai que ça va mal, je trouve. Il y a beaucoup de films qui m'ont pas plu et cette année dans les Césars, hein, ceux des Césars, alors que celui-là, il est bien en soi, mais par rapport à ce qui nous a habitués par le passé, Ozon, je trouve que c'est décevant. Ouais, je suis aussi un peu déçue parce que
je l'ai un peu vécu comme un teen movie, en fait, l'histoire d'amour adolescente comme ça d'un été. Et en même temps, comme t'as dit, Mickaël, il y avait l'introduction en plus avec la voix off qui te fait croire dès le début que ça va tourner un petit peu en thriller. Alors, je sais pas, moi, je voyais que ça allait mal finir, c'est sûr, mais je m'attendais justement à ce que ça tourne un peu dans le dark, et au final, c'était plus une histoire sur le deuil, la perte d'un premier amour, enfin, tout était déjà dit dès le début, enfin, tout était déjà prévisible, et c'est ça, moi, qui m'a un peu déçue. Après, j'ai quand même aimé tout ce qui était la musique, l'esthétique, les acteurs, ils étaient bons aussi. Tedeschi, elle était drôle. En mère un peu abusive comme ça. En fait, il y avait des bons ingrédients, mais il a pas été suffisamment bien fait, je sais pas. Et en fait, on va dire que ça aurait été le premier film d'un nouveau Pedro Almodovar, ça aurait été cool. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Pedro Almodovar. Enfin, c'était très flamboyant, comme on dit, pour parler des films gays. Et là, c'était mou pour un oson, voilà. Ouais, on pouvait attendre moi, j'attendais plutôt le Call Me By Your Name français. Mais déjà, la durée laissait présager que ce serait un peu trop éphémère pour une romance éphémère, justement. Et non seulement j'aime pas, du coup, cette voix off, comme vous dites, et ce montage alterné, en fait, hein, qui revient toujours dans le présent, et qui, du coup, renvoie le film comme un flashback. Alors que nous, on a envie d'y vivre tout court, on n'a pas envie que ce soit un flashback. Et même ça, même dans le film, j'ai eu du mal aussi, je l'ai trouvé un peu trop préfabriqué, je l'ai trouvé un peu trop bien écrit, trop bien pensé, toujours les bonnes scènes comme il faut, et je suis pas rentré dedans à cause de ça. J'ai eu cette distance de la vitrine, en fait. J'ai vu une vitrine, j'ai vu... Voilà, la scène comme ci, la scène comme ça, la musique sur le scooter au soleil couchant. La scène de boîte de nuit. Et voilà, même la boîte de nuit, bon, c'est la scène qui m'a le plus touché, mais même ça, c'est encore éculé et c'est encore un peu vitrine, quoi. Cliché. Et voilà, et c'est marrant parce que Adieu les cons a un côté vitrine, comme je vous disais, où ça fait faux, mais je trouve qu'il arrive à t'emporter par ailleurs, en fait, par une autre manière de raconter les choses qui te surprend. Et là, je pense que le fait qu'il se soit ni vraiment surprenant, ni vraiment sincère, pleinement sincère, ou en tout cas, il est sûrement sincère, mais moi, je l'ai pas senti, du coup, je suis un peu resté en dehors. Voilà, et moi, je le compare pas mal à Call Me By Your Name, et j'ai jamais ressenti tout ce que m'a fait ressentir Call Me By Your Name. Ouais, en fait, le mot que tu cherches, je pense, c'est scolaire. C'est un film scolaire. Ouais, c'est scolaire, c'est ça. Et c'est dommage, Ozon n'est tellement pas scolaire en plus. Non. Mais tu n'as pas cité Grâce à Dieu dans ces films, qui lui revenait vers quelque chose de simple, parce que à cause du sujet. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui découle aussi de ça, je sais pas. Il n'a pas réussi à repartir sur quelque chose de flamboyant après l'austérité de Grâce à Dieu, en fait. Et c'est dur de rebondir après la pédophilie, franchement, c'est dur. Je pense que ça a dû être un film très difficile, Grâce à Dieu, je pense que oui. Bon, mais alors c'est pas été... le sujet, quoi. Ah, vas-y. Non, mais pour le coup, c'est le sujet, c'est ça, c'est ce que tu disais, oui. C'est un sujet comme la pédophilie, oui, il faut être un peu austère, tu peux pas être flamboyant dans ce point de vue-là. Mais là, pour le coup, il y avait un côté qu'il aurait pu... il y a une tentative avec les couleurs, et le jeu des couleurs est super bien, c'est-à-dire c'est super bien agencé en couleurs, quoi. Je suis pas d'accord avec toi, Mickaël, parce qu'il y a les films de Mike Araki. Attends. Non, Greg Araki. Greg Araki. Mysterious King, qui parle complètement de pédophilie, et c'est, comme on dit, flamboyant. Enfin, c'est très coloré, c'est très pop. Alors que bon, ça parle Almodovar l'a fait aussi, hein, sur, oui, dans La Mauvaise Éducation. Sexuelle. Mais pourtant, La Mauvaise Éducation, elle est quand même... Il y a un mélange des deux tons. Tu vois, t'as le ton sérieux, en noir et blanc, et puis il y a aussi le revers flamboyant. Bref, on va arrêter de dire flamboyant, on dirait que c'est une pub. Bon, si c'est pas été 85 qui aurait gagné le meilleur film, est-ce que c'était Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ? Ah, certainement pas.
Non, mais j'ai même pas envie de perdre mon temps là, parce qu'en plus ça va faire du montage en plus là, pour l'émission. Mais tout simplement... Ah non, j'allais dire tout simplement qu'on dit... Tout simplement chiant. Tout simplement ennuyant. Non, c'est tout simplement Noir qui, lui, était pour le coup bien. Non, alors les choses qu'on dit, les choses qu'on fait... Le titre est mieux que le film en lui-même. Hein, parce que franchement... Je suis pas rentrée dedans, voilà. Je pense qu'il y a... je plaide coupable qu'il y ait une mauvaise volonté de ma part, mais dès le début, pour moi, c'était trop récité, trop mal joué, même si j'avais compris que c'était le ton du film qui se voulait un petit peu théâtral, je sais pas comment dire, presque comique. Moi, ça m'a pas fait rire, ça m'a rien fait ressentir, au contraire, et là, je me suis juste ennuyée. C'était drama sur drama, enfin, histoire d'amour qu'on te raconte, quoi, mais... C'était trop lisse pour moi, j'ai rien ressenti. J'ai rien d'autre à dire d'ailleurs. Au revoir. Bah, c'est un film qui ressemble pour le coup au dernier Assayas qui s'appelait Double Vie, pour lequel où il y avait Vincent Macaigne aussi, il y avait aussi Juliette Binoche et Guillaume Canet, pas Guillaume Gallienne. Et du coup, ça ressemble un peu à ce côté-là où c'est deux histoires d'amour qui vont bien sûr s'entrecroiser, sauf bah, il était pas terrible Assayas non plus. Et là, c'est vrai que le point de vue de départ, j'ai aimé en fait le côté quand il raconte son histoire d'amour, bah c'est des dialogues, ça sent que c'est écrit comme s'il était lui-même en train d'écrire l'histoire qu'il nous présentait, l'histoire d'amour qu'il nous présente, c'est écrit de la même façon qu'on lirait un livre. Donc ça c'est intéressant ce point de vue-là. Moi j'ai aimé ça. Mais après le problème c'est que ça tient pas la distance en fait, ça tient pas la distance parce qu'au bout d'un moment on se détache totalement de ça. Dans un livre, je pense que je serais resté dans le livre. Là comme c'est du cinéma, je me détache et j'ai du mal à rester dans l'ambiance. Et puis c'est un peu trop long, un peu trop longuet. Moi, j'aime pas trop l'acteur Schneider. Je le trouve très plat. Dans Les Amours imaginaires, c'était pas mal. Hein. Il était pas mal parce qu'il était en arrière-plan et il servait juste de Apollon pour Xavier Dolan. Et alors que là, il est plat, quoi. Il transmet aucune émotion et pour le coup il y a que Vincent Macaigne que j'aime beaucoup comme personnage qui est assez flamboyant. Ça va être l'émission flamboyant. Vous avez le droit de boire un shot à chaque fois que vous entendez le mot flamboyant dans l'émission. Ouais. Mais sinon c'est très ennuyeux, même si à la fin il y a un revirement, c'est intéressant, mais ouais, un peu chiant quand même. C'est ça mon problème dans ce film. Moi aussi, le film dure 2 heures et je mets une grosse 30 minutes à rentrer dedans et c'est pas normal pour moi dans le film. Surtout que j'ai eu envie de rentrer dedans, donc il a vraiment fallu que je m'accroche et que j'essaye d'aimer le film, de comprendre, parce que bah je l'ai vu voilà, après l'annonce des nominations, donc avec un a priori en plus. Et j'avais beaucoup aimé Mademoiselle de Jonquière, qui était avec Cécile de France et Dorbert, qui du coup était un film en costume et qui au moins justifiait à la fois le côté théâtral, ouais, et la diction des acteurs qui sont excellents, et à la fois le côté universel que veut amener l'histoire d'amour, on va dire. Tandis que là, il a les mêmes buts, d'être un peu universel et un peu théâtral, mais on met 30 minutes, enfin moi j'ai mis 30 minutes à rentrer dedans. Après j'ai aimé le film à tiroir, le fait que ce soit une succession de flashbacks et que chaque flashback, ou en tout cas chaque histoire racontée par un personnage va apporter de nouveaux éléments, voire contredire une histoire précédente. Et j'ai bien aimé comment ça s'enjonce. Et voilà, on finit par se prendre au jeu parce que c'est un peu ludique quand même. Mais voilà, mais on se prend au jeu un peu comme si on entendait des histoires comme ça dans le métro et qu'on se disait ah ouais en fait c'était ça, ah ouais et lui il a fait ça et elle a fait ça, mais on se prend pas au jeu comme un film qui serait du cinéma. Enfin voilà, c'est ça qui m'a vraiment déçu dans ce film. Maintenant que t'en parles, c'est vrai que ça aurait été adapté style en série où genre t'as une de leurs petites histoires qui dure 20 minutes, ça suffirait, tu vois, le format. Que là en 2 heures j'étais en mode ah il y a encore une histoire, enfin ça faisait très relais. Leurs histoires d'amour, c'est ce qui est normal,
dans ce mais en format de film, c'était long, quoi. J'ai lâché l'affaire au bout de la 3e histoire, quoi. Ouais, c'est limite, ça ressemble presque à une petite pastille, tu vois, une petite pastille de 5 minutes, plus que encore. Je suis encore plus loin que toi, quoi. Ça mérite presque pas 20 minutes. On n'a pas aimé Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, mais j'aimerais bien le revoir dans quelques années. On n'a pas accroché plus que ça, a été 85. Les 2 autres films qui étaient dans meilleurs films, c'est Adolescente et Antoinette dans les Cévennes. Je vais commencer par Adolescente de Sébastien Lifshitz, qui a vraiment marqué pour moi l'année 2020, avec Petite Fille, qui est sortie sur Arte en fin d'année et qui est maintenant sur Netflix, en France, en tout cas. Je ne sais pas s'il est sur Netflix international, mais ce film mérite d'être vu pour ce qu'il soulève de la question de transidentité, parce qu'il s'agit d'une petite fille dans un corps de garçon qui a 6 ans de mémoire. Donc c'est un sujet, déjà que le sujet de base est brûlant, mais alors là, le libre arbitre d'un enfant de 6 ans, ça devient très très touchy. Et donc Sébastien Lifshitz a fait ce Petite Fille et il a fait Adolescente en parallèle, entre guillemets, parce qu'en Adolescente, il suit 2 filles pendant 6 ans. Donc 6 ans de tournage, des centaines d'heures de rush et 1 an de montage pour arriver en 2020 avec ce film. Adolescente est du coup un Boyhood, pour ceux qui connaissent Boyhood, de Richard Linklater en documentaire. Les adolescentes sont très intéressantes à suivre, pleines de défauts et pleines de qualités, donc très réalistes, dans le sens où on n'est pas d'accord avec elles, ou parfois on est derrière elles, parce qu'on voit toutes leurs relations avec leurs copains, avec leur mère, et leur amitié entre elles, parce que c'est 2 amies qui sont dans le même lycée et tout ça, et comment chacune va décider d'un destin pour elle, donc soit se diriger vers quelque chose d'artistique, soit pour l'autre se rapprocher de la garde d'enfants, enfin la puriculture. Et en fait, pour moi, ces 2 documentaires sont vraiment intéressants à voir ensemble, parce que c'est vraiment 3 voix du coup, 3 voix de la jeunesse française de nos années. Et y a rien à dire en fait d'Adolescente, qui est vraiment un très beau film et qui a gagné du coup le meilleur documentaire, le meilleur montage, parce que forcément il faut le faire, le montage. Et qu'est-ce qui a gagné d'autre? Le meilleur son. Le meilleur son, parce que c'est vrai que des fois on se demande comment ils ont pu rendre compte de scènes aussi pas réalistes mais naturelles, sans perturber en fait les sujets qu'ils sont en train de filmer. Comment ils ont pu aussi bien prendre l'image et aussi bien prendre le son, ça m'a vraiment troublé, parce que ils sont toujours naturels en fait dans le film. Et donc je trouvais ça très très bien, ça dure 2 heures, et à regarder en même temps Petite Fille, voilà. En même temps En même temps. Comme les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, tu vois. 30 minutes de l'un, 30 minutes de l'autre. Bon, on le regardera. Bah ouais, là tu me l'as vendu, parce que Boyhood, j'avais trouvé qu'il était vraiment génial, et je m'étais dit, tu peux pas refaire un film comme ça. Et bah là... tu peux faire un documentaire comme ça. Oui, voilà. Boyhood est romancé, et il dure plus longtemps, je crois qu'il dure au moins 10 ans, voire plus. Ouais, il dure 10 ans, et encore. Donc il y a quand même le choix de ce que tu vas filmer, donc forcément ça en fait un film meilleur. Et il est faussement documentaire, parce qu'il y a quand même Patricia Arquette qui joue dedans. Ouais. Et Dan Hawke. Et Ethan Hawke qui joue les 2, ils jouent les parents. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que du coup ils avaient filmé les vrais enfants de Patricia Arquette dans l'histoire. Comme ça, elle continuait à s'occuper de ses enfants pendant qu'elle travaillait. Mais bon, c'est un film un peu oubliable, malheureusement, je trouve. Boyhood, au fil des années, j'ai un peu... en fait, c'était juste une parenthèse fantastique. C'était quand même très bien fait. Pendant les 2 heures du film. Ouais, pendant les 2 heures, quoi. Après, maintenant, j'ai oublié. Est-ce que vous avez été étonné de voir Antoinette dans les Cévennes nommée pour le meilleur film? Moi, je dirais non. Parce que vu les peu de films qu'il y a eu en général dans l'année, c'est plutôt un film comme Les choses qu'on dit là qui m'avait étonné d'être sélectionné. Bon, en tout cas c'était une perche pour que vous me parliez d'Antoinette dans les Cévennes. Oui, oui. Moi, oui. Bon, laisse tomber. Hein. Donc Antoinette dans les Cévennes... Non, c'était une bonne surprise. Je rigole. Bah non, moi j'ai bien aimé Antoinette. Pourquoi on serait étonné qu'il soit dans la sélection? En plus, l'heure qu'elle a mis, elle est géniale.
C'était une question rhétorique, c'est ça? Bah oui, moi j'ai été étonné. Voilà. C'était pour te donner l'occasion d'en parler, mais moi j'ai été étonné parce que c'est un film qui en apparence n'est pas fait pour les Césars, parce que c'est pas du beau, du grand cinéma, tu vois, c'est une femme qui se balade avec son âne dans une retraite, dans un parcours dans les Cévennes. Bah si, Si c'est vous ne savez cool. pas où c'est les Cévennes, c'est normal. Personne ne sait, à part les ânes. Ou à part ceux qui Non, ont mais lu c'est le un bouquin. C'est un film sympathique. Laure Calamy, elle est assez bien dedans, c'est vrai. C'est assez. Ouais, c'est un petit moment sympathique à passer entre nous, spectateurs, et Laure Calamy. Parce que voilà, elle est rigolote, on l'adore, elle fait que des conneries, on va dire. Voilà, elle part avec son âne et il y a vraiment une relation qui se tisse entre elle et l'âne qui est assez drôle, qui en fait sert à faire parler de la relation avec l'homme marié avec qui elle couche en quelque sorte et qu'elle est amoureuse. Et en fait, c'est juste parler de sa vie à elle et de se retrouver avec elle-même. Donc c'est assez sympathique. C'est vrai que c'est surprenant dans cette liste, mais c'est vrai que comparé aux choses qu'on dit et les choses qu'on fait, là il y a quand même plus un côté léger qui est assumé, et ce côté léger est bien d'être assumé. Mais c'est vrai que le film vaut surtout pour la performance de Laure Calamy, parce que sinon il y a il y a rien en réalisation. Il y a Bah, la preuve, elle a l'âne gagné. aussi. L'âne est très bon. L'âne est très bon. Il aurait dû être nommé. Je crois qu'il y a eu Contre- 3 ânes pour le tournage d'ailleurs. Oui, il y a eu 3 ânes pour le tournage, mais je pense que Ça il se voit, méritait d'ailleurs. d'être plus nommé que Nils Schneider, qui est plat comme tout dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Voilà. Non, mais je reviens sur le film. Ça faisait un peu road trip dans Anne les Trip. montagnes. Ouais, Anne Trip ou Donkey Trip, je sais pas. Mais ça m'avait. En fait, il m'avait un peu rappelé le film français, peut-être qui est passé à la trappe, là, Crash Test Aglaé. Je sais pas si vous l'avez vu. C'était avec India Air, que j'aime beaucoup. Et il y avait aussi ton ami Yolande Moreau, Michael. Et bref, Ah oui, c'était, j'ai oublié de la citer au début de l'émission. c'était ouais, à cause de la bonne épouse. Mais c'était un film étonnamment bon, Crash Test Aglaé, pour ceux qui l'ont pas vu. Du coup, j'avais trouvé que c'était... Au moins, il y avait un ton similaire comme ça. Genre, en même temps, à parler de choses sérieuses, style une tromperie, et de partir dans le délire de vas-y, je vais le suivre à l'autre bout du monde un petit peu. Bon, là, c'est dans le fin fond de la France, mais c'était drôle. Et la performance de Laure Calamy, elle était géniale, quoi. J'ai bien aimé. Et toi, Thierry? Elle était géniale parce qu'elle a gagné le César de la meilleure actrice. Est-ce que c'est pour ce film que j'aurais voulu l'avoir gagné? Je ne suis pas Non. sûr. Mais par exemple, elle était très bien dans Mademoiselle de Jonquière, dont on a parlé plus tôt. Mais je sais pas, Laure Calamy, c'est un peu, c'est une actrice un peu hors norme en vrai. Ouais, c'est un personnage en soi, on dirait. Donc. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu comme Philippe Catherine, genre tu lui donnes un César, peut-être juste pour la voir faire un discours en fait. Et on a enfin eu un discours de Laure Calamy. Donc... D'ailleurs, elle était très bien habillée. Pas que je la juge là-dessus, mais bon, elle au moins, elle était habillée, on va dire. Non, pour une fois, elle était habillée, j'allais Ouais, dire. voilà, pour une fois, elle était habillée. Oui, parce que souvent, Laure Dans Calamy... 10%, D'ailleurs, je crois que la scène de début d'Antoinette, elle est en train de se déshabiller, hein, donc... Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Voilà. Devant les enfants, devant une Voilà. une classe d'école maternelle. Voilà. Et là, on sait qu'on a d'une Laure Calamy, quoi. C'est ça qui est génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les films? J'ai Mai Wen qui a été nommée en réalisatrice pour ADN. Mais pas qu'elle. Il y avait Louis Garrel en second rôle, Fanny Ardant. Ah oui. En second rôle aussi. Je suis ému d'être encore nommé. Et la musique. Et du coup, qu'avez-vous pensé d'ADN? Je vais en parler en premier n'a rien gagné. parce que moi, j'ai pas été étonnée qu'il ait rien gagné. Pourtant, j'aime beaucoup les précédentes réalisations de Mai Wen, mais là, j'ai pas été convaincue du tout de ADN. J'avais l'impression qu'elle avait juste fait un film pour faire un film dans celui-là. Enfin, qu'elle avait pas vraiment d'histoire. Alors, pour avoir vu ses autres films, j'avais l'impression qu'elle se recyclait beaucoup en fait sur ses thématiques.
ce qu'elle arrive à faire à chaque fois, c'est de créer des nouveaux personnages, mais à la fois détestables et identifiables. À chaque fois, genre le personnage de Louis Garrel, il est génial. Et à côté, t'as aussi la mère toxique jouée par Fanny Ardant. Elle aussi, à la fois, elle t'impressionne et t'as envie de les triper, quoi. Enfin bref, tous ces personnages, à chaque fois, ils sont très bien construits. Mais là, l'histoire de la quête d'identité et l'espèce d'acharnement égoïste du personnage principal, moi, j'ai pas du tout adhéré. Et j'ai trouvé que c'était plus lourd qu'autre chose. J'ai pas vraiment... j'ai pas eu d'empathie en fait pour elle et son personnage de Mai Wen et là j'avais trouvé que c'était un petit peu que là elle aurait pas dû se choisir comme personnage principal en fait pour interpréter ce rôle là. J'ai trouvé que justement ça rendait encore plus en tout cas ça me distançait plus de son personnage qu'au contraire me faire on va dire adhérer à l'histoire. Mais je sais que Mickaël est pas du tout du même avis que moi. Bah, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai jamais vu un film de Mai Wen. Vous pouvez me crier dessus, vous pouvez me dire que je suis nul. Oh, mon roi, police, patati, patata. Moi, je me dis plutôt qu'est-ce que je fais avec toi, mais à part ça. Voilà. C'est ma première expérience du film de Mai Wen, ADN. J'avais lu aussi beaucoup de mauvaises critiques sur le film. Et ben, je pense que tout ça a fait que, en fait, j'ai aimé le film. J'ai été surpris. Voilà. J'ai été surpris, mais. Voilà, plus tu le critiques, plus tu dis que c'est de la merde, plus je vais aimer. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça surprenant. En fait, j'ai aimé le côté... j'ai aimé, en fait, beaucoup de scènes. Je trouve que le film est construit avec des scènes qui sont fortes. Mm-hmm. Et en fait, quand je vois la liste des films qu'on a parlé, là, des meilleurs films, à part Adieu les cons que j'ai pas vu, mais je trouve qu'il manquait des scènes fortes dans tous les films, là. Tous les films, il n'y avait pas de scènes fortes. Là, je peux en citer au moins 3 scènes fortes. Je peux citer la scène de choix de l'enterrement. Qu'est-ce qu'on va choisir pour qu'il soit enterré? Quelle couleur? Voilà, ça, c'est une scène forte. Alors, la blague des pédophiles, ça, c'est pas une scène forte. La scène de confrontation entre Fanny Ardant et Mai Wen, entre la mère qui est... Là, moi, elle m'a mis presque aux larmes. Voilà, c'était fort émotionnellement. Et la scène rêvée du père. Voilà. Ça, toutes ces 3 scènes-là, c'est vraiment un truc très fort que j'oublierai jamais, en fait. J'oublierai jamais ces scènes-là dans un de film. Et c'est peut-être le film de cette année, pour l'instant, j'ai pas vu Adieu les cons, vous avez vu comment je suis cautionneur. Je pense que c'est le film qui me restera le plus en tête de cette année, c'est ADN. Cette quête identitaire, je trouvais que, au contraire, comme dit Céline, je suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'il y a un fil conducteur. D'accord, c'est peut-être un peu égoïste sa quête, mais à la fin, elle réussit. À la fin, elle arrive à avoir ce qu'elle voulait depuis le début. Et c'est fort cette scène finale. Moi, j'ai trouvé que c'était beau, quoi. C'était vraiment émotionnellement beau. Il y a vraiment un côté une beauté que je m'attendais pas chez Mai Wen. Je m'attendais à un cinéma beaucoup plus rough, brut. Et là, j'ai trouvé que c'était pas brut. J'ai trouvé que c'était quand même, c'était bien enrobé. Et j'ai aimé ça en fait, parce que moi j'avoue que le cinéma brut, si c'est trop proche du documentaire, ça m'éloigne plus que un cinéma qui sera plus édulcoré. J'ai aimé ce Mai Wen, son personnage il est un peu chiant, c'est vrai, mais pour le coup Fanny Ardant est vraiment extraordinaire dans ce rôle-là. Je pense que c'est j'aurais pas vu quelqu'un d'autre, quoi. Extra bon film. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Mai Wen est une extraordinaire directrice d'acteur, parce que pour quelque chose qui ressemble à un documentaire, en tout cas au début, avec notamment l'acteur qui avait gagné pour Scheherazade, qu'on voit plus maintenant parce que je crois qu'il est en prison. C'est ce que j'ai dit. Qui est quand même un espoir, donc pas un acteur confirmé. Il y a un naturel, il y a quelque chose qui, même lui a presque réussi à me toucher aux larmes, parce que il y avait une relation avec son grand-père que je trouvais forte. Et tout le film se découle avec des acteurs qui sont forts. Fanny Ardant, elle est très forte. Bon, c'est Fanny Ardant. Mais, mais voilà. Mais après, ce qui m'a déçu dans le film, c'est peut-être ce que toi, tu n'as pas comme bagage. C'est-à-dire que j'ai vu tous les films de Mai Wen. Et ce film répond, pour moi, à Pardonnez-moi, son tout premier film, qui est presque aussi inconnu qu'ADN aujourd'hui.
où vraiment il y avait ce côté docu-fiction. L'affiche, elle a vraiment sa petite caméra. Alors c'est un premier film en plus, donc ça avait plus de cette force, ce côté diamant brut comme tu parlais. Et en fait, pour moi, c'était un film vraiment brillant et très bien joué aussi, où elle était aussi dans la quête de son identité, de sa famille et tout ça. Donc pour moi, ce film répond énormément à ADN, répond énormément à Pardonnez-moi, et on a plus de mal à l'aimer à cause de ça, bizarrement, parce qu'on se dit bon bah elle refait en fait ce qu'elle fait, peut-être avec plus d'actes de cinéma, comme tu dis, la scène du père, c'est vraiment une scène de cinéma, c'est parce que y a quelque chose qui va bousculer. Mais quand tu passes après Police ou Mon Roi, revenir à ce niveau-là d'intime, presque d'amateurisme, dans le sens où de faire croire que t'es amateur, de faire croire que ça ressemble à un premier film, j'ai trouvé ça un peu décevant dans l'acte en fait. Après, je sais pas si elle a bien fait de se prendre, mais je pense qu'elle a bien fait de ne pas prendre Joey Starr. Ça c'était totalement gratuit. Non mais t'as eu raison de pointer là-dessus, parce que Pardonnez-moi, j'ai adoré et ça reste encore mon film préféré d'elle, on va dire, parce qu'il y avait ce côté intime et très documentaire que tu retrouves dans ADN, et pourtant dans ADN j'y ai pas cru. J'ai plus vu le côté fictionnel et du coup pour moi c'était raté, puisque l'histoire j'y croyais pas. Et c'est vrai que ce que j'ai quand même, parce que j'ai quand même aimé ADN, tu vois, c'est juste que j'avais l'impression de voir une espèce de suite de Pardonnez-moi, mais sur un autre sujet. Enfin, c'était très ancré, et du coup, j'ai préféré aussi Pardonnez-moi, dans le sens où, pareil, elle aime bien... comment on appelle ça ? Elle aime bien déterrer les cadavres, elle aime bien foutre la merde dans sa famille, un petit peu... En tout cas, tu vois que le film prend... cette excuse de on va parler des problèmes face caméra, et ça va faire de l'émotion, et là il y avait le même sentiment en fait dans ADN, c'est ça qui marche bien, mais c'est juste que le fond de l'histoire, j'y ai moins adhéré que dans Pardonnez-moi, où c'était vraiment des histoires de famille auxquelles peut-être moi je me serais plus identifié, voilà. Mais Michael, t'as toute sa filmographie à rattraper maintenant. Ça fait beaucoup là, hein. On a parlé quand même des films qui avaient le plus de nominations, ou en tout cas les nominations les plus importantes. Du coup, je voulais plus vous laisser libre maintenant dans les autres films qui ont été récompensés ou non. Par quoi vous avez été marqué, de quoi vous avez envie de parler J'hésite. Parce qu'il y a 2 autres films. J'aurais dit Tout simplement noir ou Mignonne. Donc... je peux commencer avec Tout simplement noir. Mignonne. Tout simplement mignonne. Voilà, Tout simplement noir, qui m'a agréablement surpris. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un documentaire intéressant. Moi, j'aime bien les documentaires en général. Sauf pour le coup, cette année, il y a eu aussi Borat, qui était sorti aux États-Unis sur Amazon Prime, et en France aussi, je crois. Borat 2, qui a fait pas mal de polémiques ici aux États-Unis, avec un grand impact, mais que j'avais pas aimé parce que j'aime pas le personnage de Borat, que je trouve qu'il a vraiment tous les défauts. Dans Tout simplement noir, Jean-Pascal Zadi est un peu le Borat en France, où il va rencontrer différentes personnalités noires pour les faire appartenir à sa grande marche pour les Noirs en France. Il veut être un peu le Martin Luther King français. Et donc c'est assez intéressant, ça parle beaucoup de sujets sociaux importants en France, tout en ayant un peu la dérision, l'autodérision, le côté vraiment clash, avec des scènes un peu d'anthologie aussi. Comme dans ADN, je trouve qu'il y a des scènes fortes. C'est encore un film avec pas mal de scènes fortes que j'oublierai pas, mais cette fois, où ADN c'était des scènes dramatiques, ici ça sera plus des scènes comiques, hilarantes, vraiment qui font du bien. Et c'est vrai que transmettre des messages par la comédie, c'est très important, et c'est le cas de Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, qui est très drôle, qui a des dents
Vraiment, c'est une gueule d'acteur. On parle de Gérard Depardieu, on parle de tous ces acteurs qui ont une gueule. Bah, lui aussi, il a sa gueule avec ses dents, quoi. C'est assez drôle, ce côté tout simplement noir. Un très bon film, pour le coup, qui aurait peut-être mérité plus de nominations. Bah, tout pareil que Michael. J'ai pas grand-chose à raconter de plus. Parce qu'en vrai, je saurais pas comment le conseiller, à part raconter des scènes, enfin des espèces de sketchs qui sont super drôles, quoi. Parce qu'il met trop les... à la fois, il est cliché, le mec, parce que il va rentrer en fait dans tous les clichés racistes, alors que lui-même il est noir. Enfin, il va dire un vrai noir, c'est quelqu'un qui a la peau ébène et les cheveux crépus, et il va dire ça à Joe Star, quoi. Ou après, il va voir un Indien, il va voir un Indien, il dit non mais toi t'as des cheveux de blanc, donc tu peux pas rentrer dans la marche avec moi. C'est vraiment très drôle, comme tu disais, ça sonne un peu à la Borat parce qu'il a ce côté un peu naïf et provocateur. Et en même temps, ça démontre que ouais, il y a même entre hommes noirs, femmes noires, nord-africains, parce que après t'as aussi l'histoire de si t'es arabe, est-ce que tu peux aussi participer à la marche, rejoindre la cause, on va dire, des discriminés en France. Mais enfin voilà, il parle de tous les sujets tabous et vraiment avec dérision, mais en même temps avec vérité. C'est ça qui est drôle. Et ma scène préférée, c'était la scène avec Fabrice Eboué et puis le réalisateur là, Lucien Jean-Baptiste qui a fait La Première Étoile. Ça, elle était trop géniale, cette scène dans le restaurant. C'est la meilleure scène. Ouais. Ou alors même quand il fait la chanson avec Soprano, quoi. Bref, Ouais, c'est drôle. Oh là là. Bah non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que le film est intelligent. Il montre que le sujet est casse-gueule et qu'il est pas si facile à appréhender, que c'est pas, du coup... Le sujet, lui, n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais ces acteurs, voilà, et comme il le dit à un moment dans le film, je suis juste noir, en fait. Il montre que c'est compliqué de s'unir sans devenir communautaire. Ouais, de s'identifier, ouais. Et il le fait non seulement avec les hommes et les femmes, mais aussi avec les Noirs d'Afrique et les Noirs des Antilles, comme Joey Star, par exemple, les Martiniquais, tu vois, comment tu fais la différence et du coup, encore plus avec les Indiens et puis les Arabes aussi. Et, bon, il n'y a pas de Chinois, il manque des Chinois, mais... Et puis il montre à l'intérieur même le clivage entre soit des extrémistes, soit des gens qui savent de quoi ils parlent, comme les gens là qui savent exactement toutes les bonnes dates et qui mènent le combat, mais du coup qui ne sont jamais entendus. En fait, comment tu fais pour être entendu voilà, si t'es trop ou pas assez impliqué ou que t'es trop documenté ou pas assez documenté. En fait, comment tu fais? Et je trouvais que le film était vraiment super et voilà, j'ai rien de plus à dire. Si ce n'est qu'il s'inscrit dans une vague d'œuvres françaises, pour moi, qui commence avec Platane et Inside Jamel Comedy Club, où on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes têtes, et qui continue avec 10%, et qui là continue, qui est de prendre des personnalités et vraiment d'en faire un truc d'autodérision, et qui sert à la fois au spectateur de se dire « Putain, lui je le connais, et il me fait rire », et en même temps de questionner toujours, en fait, parce que Fari, c'est le premier à se questionner sur lui-même, voilà, qu'il est très attaché à son image, sa notoriété. Dans ses spectacles, il est pareil, en fait. Et du coup, le fait que dans le film, il le soit aussi, ça brouille les frontières, et je trouve ça très, très intéressant. Et j'adore ces œuvres-là. Donc j'espère qu'il y en aura plus. Et je pense que c'est vraiment la vague d'humoristes qui a su le faire, et peut-être qu'une prochaine vague saura encore mieux le faire. Voilà, un très bon film. Et puis, juste à rajouter un truc, je trouve aussi qui est intéressant, c'est que même si c'est une comédie, il y a quand même, au bout d'un moment, une vraie réflexion, une vraie pause, et un vrai drame, une vraie pause dramatique qui te montre, là, on a assez rigolé au bout d'un moment. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça, ce que l'on ne voit pas, on voit très rarement ça dans les mockumentaries, où souvent c'est quand même très comique, mais il n'y a jamais de retour à la réalité, on va dire. De retour à la claque qui fait mal, quoi. Et, j'avais oublié. Et ça, c'est pour ça que c'est l'intelligence. Ouais. C'est ça qui est intelligent aussi dans le film, c'est qu'il y a un moment où on arrête de rire, et on montre une réalité et on se dit... Enfin, il y a une scène choc, quoi, où on dit, ah bah oui, en fait, c'est aussi ça le racisme, quoi. Là, on a fini de rigoler, et puis ça, c'est une réalité
même si tu sais que c'est une fiction et que c'est parodié, mais ça en fait ça pourrait arriver, genre il y a un moment, ouais voilà, bref, j'ai pas envie de dire c'est quoi, mais Ouais, et puis le film est très bien réalisé, et puis cette scène en particulier est aussi très intelligente parce qu'elle Ouais. est à distance et tout ça, et ouais, elle est posée, c'est le seul moment où la caméra est posée. Et du coup, je voulais juste dire aussi, Zadie, il a fait une série qui s'appelle Craignos, et il joue vraiment toujours son image parce qu'il a une cagoule et on voit que ses dents. Et du coup, voilà, c'est un acteur assez intelligent. C'est pas un très bon acteur pour moi, donc c'est pour ça que je l'aurais pas mis dans l'espoir pour moi, parce que dans Craignos, par exemple, il est assez mauvais, souvent. C'est une petite série où il doit rembourser de l'argent à un mec qui va sortir de prison, et donc il s'enferme dans des galères pour toujours trouver de l'argent. Donc c'est une petite série sympathique sur France TV. Pour moi, le film méritait autre chose que Le Meilleur Espoir, parce que c'est pas ça qui marque. Ça pouvait être le meilleur premier film, honnêtement. bah, tant qu'il y a des dents, il y a de l'espoir, hein. Mais du coup, le meilleur premier film, vous voulez parler de Mignonne, mais Mignonne était dans le meilleur premier film aussi, et il y avait également Deux. Donc on peut parler de ces deux films. Moi, Deux, j'ai trouvé que c'était un film très beau et très touchant. Qui est réalisé par Filippo Meneghetti, qui du coup, comme on a dit, est un premier film, il est assez saisissant pour un premier film de douceur, tout ça, de maturité, mais en même temps de délicatesse. Et il parle d'un sujet assez difficile qui est de quoi elle est atteinte. La fin de vie. Non, ouais, elle a une forme d'Alzheimer, enfin... L'euthanasie. Non, pas euthanasie, elle est pas atteinte. En fait, il a pas vu le film, il joue au bingo. Non, mais en tout cas, c'est deux... Elle a une démence, on va dire, voilà. C'est deux femmes retraitées qui vivent en couple, mais cachées, et il y en a une des deux qui tombe, donc elle a une sorte de stroke, mais du coup, elle est alitée et elle perd un peu la mémoire. Donc, voilà. Elle perd la parole, ça je me rappelle. Bon, et la parole aussi. Elle a un peu toute sa tête, mais elle parle plus. Et après, c'est dur du coup pour sa voisine, qui est aussi son amante, de se faire reconnaître, on va dire, tout ce qui est légalement à ce niveau-là, parce que elle n'a pas le droit légalement de s'occuper d'elle, quoi, alors qu'il n'y a que elle qui peut s'occuper d'elle. C'est ça qui est triste. C'est un espèce de amour lesbien, si tu veux. Ouais. Peut-être raccourci, mais bon. Ouais, si on peut un peu bâtardiser l'histoire. Mais très beau, et puis j'avais entendu dire que du réalisateur qu'il avait beaucoup galéré à faire le film au début aussi, parce que justement c'était assez tabou comme sujet, et que pour les financements, c'était pas très sexy en fait d'avoir une histoire d'amour entre deux femmes d'un certain âge, et qu'il a dû... et que c'est grâce à son actrice principale, j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui était très connue, et c'est grâce à elle en fait que le film il s'est un peu fait surtout. Bah là, faut dire que c'est quand même un Italien qui tourne avec une Allemande, et qui est un film qui est une coprode France, Luxembourg, Belge. Donc on imagine que c'était un peu dur à produire. Ouais, voilà. Donc tu vois par tu vois par les alliances qu'il y a eu des financements un petit peu de partout, parce qu'il a galéré pour faire son film. Mais ça a donné un très beau résultat. Donc ça, c'est vraiment un très bon premier film, quoi. Comparé... C'est un très beau premier film, ouais. Mais il y avait Mignonne en face. Alors est-ce que Mignonne aura pu gagner ? Non, mais Mignonne, non, parce que moi, de l'avoir vu, j'ai vraiment eu l'impression de revoir Bande de filles, comme si ça avait été le premier Siama, enfin, genre naissance de bande de filles, pour pas dire naissance des pieuvres, mais... et un peu, et puis bien sûr, ça parle... ça m'a fait aussi un peu penser à Divine, même si Divine, il y avait plus d'humour, il y avait un côté décalé et tout, mais il y avait trop des scènes un peu copiées. Je me suis pas attachée à l'histoire, et ce que j'ai pas trop aimé, c'est que l'histoire des jeunes filles, là, de leur concours de danse, j'ai l'impression que c'était plus le prétexte pour parler de cette sexualisation des jeunes filles, mais qu'au final on s'en fiche un peu de leur histoire de concours de danse, parce qu'il n'y a pas de répercussion à ce qu'elles font, il n'y a pas de répercussion à comment elles dansent de manière très sexuelle à la fin, à part juste la réaction du public, mais elles n'ont pas une réflexion elles-mêmes sur ce qu'elles ont fait, et que l'histoire principale pour moi c'était plus l'amour c'était plus l'histoire d'Aminata et sa mère. C'était ça la vraie histoire derrière, et qui elle se développe et qui trouve une fin en soi, mais que l'histoire du concours de danse c'était
un petit peu vitrine, un petit peu pour cacher l'autre histoire. Je sais pas. Pour moi, c'était assez confus et ça faisait trop premier film, justement, avec... Moi, dans ce sens-là, je suis assez d'accord dans le fait aussi qu'on s'attache que à cette actrice donc, qui a eu la meilleure espoir féminin. Et c'est de sa part qu'on veut une prise de conscience, c'est à elle en fait qu'on veut qu'elle réagisse, qu'elle se dise qu'elle va pas dans la bonne direction. Et peut-être que en fait les 4 autres, on s'en fiche, alors qu'on ne devrait pas s'en foutre justement. C'est le problème, je pense qu'il est là, c'est que t'as l'impression d'en sauver une sur 5 et que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut un message plus fort pour emporter tout le monde et rattraper tout le monde, pas rattraper juste elle, parce que ça la ramène à sa situation très personnelle qui en plus est liée à ses origines, sa relation avec sa mère, et qui du coup ne touche pas les autres filles dont on ne sait rien. Ouais, mais en même temps, moi je trouve que c'est pas vraiment un film sur Lolita. C'est pas un film sur ces jeunes filles qui sont hyper sexualisées, parce qu'au final, il y a une réflexion plus sur comment une jeune fille découvre sa sexualité, comment elle devient femme, parce qu'au bout d'un moment, il y a voilà, et il y a cette robe qui, en quelque sorte, est la féminité, et qui représente cette féminité naissante chez une très jeune fille qui, du coup, va avoir ses premières règles, et sa mère lui vient et lui dit « Tu es devenue une femme ». Et c'est intéressant ce côté où c'est plutôt la naissance de accélérer, bah c'est ça un peu Lolita tu vas me dire, mais accélérer de cette féminité, mais en même temps il y a un peu le contraste, c'est ça que j'ai aimé en même temps dans le film, c'est le contraste entre, au bout d'un moment ils vont dire ah oui toi si t'étais à ton époque, à ton âge j'étais déjà marié. Par contre, on va pas aimer qu'elle danse de manière sexualisée, alors qu'au final, le point de vue final, c'est la même chose. À la fin, elle est déjà sexualisée quand elle va rencontrer son mari à 12 ans, quoi. Donc il y a un peu ce côté ambigu entre les deux côtés, mais c'est le film qui prend jamais son envol, je trouve, moi. Sauf cette scène de danse qui est attendue. Du coup, c'est un peu que des scènes attendues qu'on attend et qu'on sait, ouais, bah c'est ça que tu veux représenter, et sans vraiment casser dans l'art, et moi j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est mignonnet sans plus. Non mais c'est pas mignon parce que moi je trouve que bah c'est pas la mise en scène est au contraire je trouve pas ambiguë là-dessus. Je trouve que quand elle montre les scènes de danse un peu bizarres, bah la mise en scène montre quand même que c'est bizarre. Il y a un petit malaise qui naît chez toi en le regardant. Bon, en tout cas chez moi, je sais pas chez les autres spectateurs du monde entier, donc. Mais moi en tout cas, j'étais malaisé, hein, j'étais un peu, oh là là, c'est. Parce que en tant que spectateur, t'as vu qu'elle s'était inspirée en fait de vidéos pornographiques pour faire ces mouvements de danse, quoi. Donc tu comprends après que le public il soit choqué là-dessus. Et encore, en fait, c'est comme t'as dit, c'est une remise en question des mœurs, mais. Bah, c'est un premier film scolaire pour le coup, mais qui a eu la chance. Enfin, le film n'a pas eu la chance. Moi, j'ai eu la chance d'être emporté par le film, d'être concerné, et d'arrêter de réfléchir un peu aussi, et de ressentir le malaise. Quand elle filme les corps de très près, sans les têtes, presque sans l'âge en fait, presque. Elle te montre en fait qu'est-ce qu'une partie du corps, comment on différencie une partie du corps en fonction de l'âge. Enfin, il y a quelque chose. Elle joue vachement avec cette ambiguïté. Elle pousse un peu le bouchon. Il y a quand même des choses dans le film. Et il m'a plu pour ça. Et il m'a plu aussi parce que ça m'a énervé qu'il y ait une polémique à cause de Netflix. Donc forcément, je pense que le film ne méritait pas d'être boycotté à ce point. Mais aux États-Unis, c'est. Les États-Unis, même en France, le problème. Même en France. Ah ouais. Bah oui, c'est ça le problème. Non mais je suis d'accord avec toi là-dessus parce qu'il a fait beaucoup de remous pour rien, j'ai l'impression, parce que après. C'était une affiche. Oui, c'était un problème d'affiche. Voilà. Non mais oui, après c'est des scènes choquantes, mais c'est aussi une réalité. Enfin, faut pas s'étonner. Tu vois, les gosses, ils sont tous avec leur portable, leur iPhone sur YouTube, ou alors ils sont tous à jouer à Fortnite alors qu'ils sont en CP. Faut pas après s'étonner, sur Netflix on passe des films, on montre des petites filles qui regardent des films porno. Bah oui, évidemment, parce que c'est la réalité. Et puis le cinéma est là aussi pour des fois réveiller. On parle de woke, et c'est ça l'utilité du cinéma. Et pour réveiller, et des fois il faut choquer.
Mais là, je trouve que non, moi au contraire, je trouve pas que c'est un film choquant en plus. C'est ça le pire. C'est un film qui te fait face à la réalité, mais pour autant sans rentrer dans. Il y a peut-être une scène ou deux qui est choquante, mais c'est pas non plus malaisant, comme on pourrait dire. Je sais pas, des films horribles que les gens ils regardent comme je sais pas, Centipède là, 1000 centipèdes là. Ça c'est des films choquants, mais parce que c'est dégueulasse. Là, c'est pas un film choquant parce que c'est dégueulasse, c'est choquant parce que ça te fait réfléchir. C'est pour ça. Donc sois choqué, mais bien. Mais là, même Mignonne, justement, le public qui va être concerné, c'est pas forcément les filles de 10-12 ans qui vont aller voir un film comme Mignonne. C'est des adultes, donc ils vont très bien se rendre compte de l'histoire. Mais ça choque personne à côté de laisser les enfants sur Netflix aussi, la même chose, à regarder des mangas où t'as des meufs avec des big boobs ou qui sont en train de jouer à chaque fois, genre, de manière inconsciente. Non, mais ça choque personne en fait. Enfin, c'est la même hypocrisie qu'il y a dans le film où, comme tu dis, t'as pas le droit de t'habiller comme une prostituée, c'est-à-dire mettre un short et un soutien-gorge dans la rue, mais par contre, on peut te marier à 12 ans et te forcer à éplucher des oignons, quoi. Ça l'a choqué. C'est quand même le pire truc du monde. Ouais, éplucher des oignons, ouais, ça va. Bon, c'est un peu dur de tout caser, hein. Moi, je vais faire une parenthèse animation, parce qu'il y avait que 3 films en animation long métrage qui étaient Petit Vampire, que je n'ai pas vu, donc comme ça c'est fait. T'as pas vu Petit Calamity. Vampire? J'ai pas vu le Petit Vampire, mais j'ai vu une exposition sur Petit Vampire. Je sais pas si ça compte. Nous, on a un vampire avec des poils. Ah, mais là, c'est pas Dracula, hein, le Petit Vampire. C'est... je sais pas quel est son nom, d'ailleurs. En tout cas, c'est adapté d'une BD de Johan Sfar qui a eu du succès. Je pense que le film a eu du succès auprès des enfants. Enfin, il est sorti à Halloween, donc forcément, il y a eu le confinement. Donc forcément, personne n'a vu Petit Vampire. On a vu par contre Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, mais j'en avais parlé aussi dans une émission et j'aime beaucoup ce film. Donc plutôt parler de Joseph, qui est celui qui a gagné. Joseph, c'est un très joli film, enfin très joli, très dur aussi, qui parle du coup d'une histoire que je ne connaissais pas en fait, qui est au début de la Seconde Guerre, des Espagnols qui fuyaient l'Espagne de Franco et qui se retrouvaient, donc qui fuyaient la dictature, hein, faut le dire, qui se retrouvaient parqués par la France dans des camps. Dans les Pays Basques, je pense, enfin en tout cas près de l'Espagne, et ça parle en fait d'un policier, d'un gendarme qui va se lier d'amitié, enfin qui va bien se rendre compte que ça va pas, mais qui va pas pouvoir se rebeller par rapport aux ordres qu'on lui donne, et qui va se prendre d'amitié d'un homme qui dessine. Il est saisi par la qualité de ses dessins, il va essayer de lui donner d'abord un crayon, une feuille, pour qu'il puisse... Voilà, c'est vraiment la libération par l'art et l'histoire de la transmission. La transmission par le dessin, mais aussi la transmission de la mémoire, le devoir de mémoire, parce que en fait, ce gendarme est devenu un vieil homme qui raconte cette histoire à son petit-fils dans le présent. Donc, ce qui nous fait plusieurs niveaux d'histoire et d'animation. Et l'animation change du coup un peu. Elle est différente quand elle parle du passé. Et du coup, j'ai trouvé ce film très très joli. Et il s'avère que le dessinateur qui a survécu est Josep Bartoli, qui a acquis une notoriété après ça, parce que voilà, c'était en plus d'être un artiste excellent de par ses dessins, c'était aussi, il a été aussi connu pour être un grand combattant anti-franquiste. Et voilà, donc c'est un très beau film. Je suis plutôt très content que ce film gagne. Alors pareil, il est sorti en septembre et je pense qu'il a eu 1 mois d'exploitation. Je pense que pas grand monde l'a vu non plus. Mais voilà, j'espère que le César fera que Joseph sera plus vu. C'est un premier film en plus. Wow. Ça a l'air super beau. Ouais, tu nous l'as bien vendu. En plus, j'avais aucune connaissance historique des événements dont tu as parlé là, donc. Mais je connaissais pas du tout, c'est fou. Moi, hein. Moi je connaissais, mais. Et je vais commencer à transitionner vers la fin de l'émission parce qu'il y a un autre film qui s'appelle L'Extraordinaire Voyage de Marona qui n'a pas été retenu, alors que franchement, il y avait 9 films d'animation français 2020. Ils en ont pris que 3. Ils auraient pu en prendre 5, quoi. Au moins, ça aurait mis la lumière sur certains films, mais voilà, et au moins on entendrait un peu parler des films. Donc là, un film que j'avais mis dans mon top 2020 qui s'appelle L'Extraordinaire Voyage de Marona et qui n'a pas été dans le tiercé final.
Donc je suis très déçu et pour moi c'est un grand oubli. On écrira une lettre. Oui, merci. Mais à qui? Il est drôle, Mickaël. Au César. Ah, César. Oh, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Moi, est-ce qu'il y avait d'autres films dont vous vouliez parler, ou alors des films qui n'étaient pas au César et que vous pensez que c'est une terrible injustice? Je sais pas, moi, il y a des films que j'ai aimés. J'ai vu Miss de Ruben Alves. Je peux dire Ruben Alves, qui est un réalisateur franco-portugais qui avait réalisé La Cage Dorée, qui me touche particulièrement. Et là, donc, il est Ruben Alves pour les Français. Voilà, il est franco-portugais, donc on peut le prononcer à la française et à la portugaise. Mais en tout cas, voilà, il a réalisé son deuxième film après La Cage Dorée, La Cage Dorée traitait d'une famille de Portugais en France avec une comédie sympathique sur des Portugais en France. Et puis là, il a décidé de faire une comédie sympathique sur Miss France. Non, mais sur un homme qui décide de passer le concours de Miss France. Donc il se prépare pour devenir une femme, en quelque sorte, pour passer le concours de Miss France. C'est un film plein de bons sentiments, sans plus, qui, je sais pas s'il aurait mérité d'être nommé, mais bon, il y a tellement de films comme tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, là, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, que je pense que Miss aurait pu être nommé parce que l'acteur est plutôt bon, il crée de l'émotion quand même, il y a beaucoup de scènes émotionnelles. Et puis il y a aussi, j'ai oublié son nom. Thibaut de Montalembert. Thibaut de Montalembert, qui est surprenant, qui en travesti, prostituée travesti du Bois de Boulogne. Voilà, il est extraordinaire, il est très drôle. C'est la touche comique. Il y a Isabelle Nanty aussi, qui a repris son rôle dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où elle est toujours là, ah non, c'est nul, faut pas faire ça, nanana, voilà, la combattante, Isabelle Lanty, voilà, c'est sympathique, sans plus, mais c'est un bon film à voir quand même, j'ai passé un bon moment. C'est vrai, Miss, j'aurais bien vu en espoir masculin, en effet, l'acteur, Alexandre Waters. J'ai un autre film qui était nommé, Petit Pays, était nommé dans le meilleure adaptation, mais je pense qu'il l'aurait mérité mieux. Pour moi, c'est aussi un peu un oubli parce que c'est un très beau film adapté du roman de Gaël Faye que je pensais plein de bons sentiments et en fait qui est un peu plus intelligent que ça et qui sur 2 heures arrive à manier à utiliser le temps dont il dispose pour faire plusieurs scènes très tristes, très dramatiques, mais en même temps toujours à aller vers la lumière. Voilà, mais qui parle du coup du massacre des Tutsis par les Hutus. Voilà, donc génocide au Rwanda, mais là qui se passe au Burundi, qui du coup était un peu moins touché que le Rwanda dans un premier temps, et donc du coup qui a encore un angle intéressant, dans la manière dont il traite le sujet en fait, parce qu'il y a un petit temps de terreur où il n'y a pas encore l'extermination dans le pays, parce que le Burundi aussi sert d'asile à certaines personnes du Rwanda, et on est dans une famille de blancs, de Français très riches, très riche pour l'Afrique en tout cas, donc qui est installé et du coup avec la fin de cette idée colonialiste qui est abordée aussi, et comment tu peux soulever deux clans en Afrique, c'est pas clan le mot mais tribus. Voilà, 2 tribus sur un attribut physique un peu absurde, qui semble absurde en tout cas aujourd'hui alors que c'était il y a que 30 ans. C'était pas la taille du nez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui a priori serait en fait d'une impulsion des Occidentaux en fait. Bah oui. Ce serait eux qui les ont montés les uns contre les autres. Non, et puis avec beaucoup d'acteurs amateurs, parce qu'ils ont vraiment parti en équipe réduite, parce qu'ils voulaient à tout prix tourner sur les lieux, et du coup ils sont partis en équipe réduite, et ils ont vraiment trouvé des acteurs à l'endroit où ils filmaient, et donc beaucoup d'acteurs amateurs, mais qui se débrouillent très bien, et le jeune acteur qui est excellent, et qui aura peut-être pas mérité l'espoir, mais voilà, qui peut-être aura une carrière par la suite. Et je pense qu'on va bientôt fermer l'émission. Moi, je voulais aussi parler de Police, qui est pour moi un grand oublié de la cérémonie, parce que c'est un film qui a Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois en tête d'affiche, même si sur l'affiche, il n'y a pas Grégory Gadebois, ce qui est une honte.
et qui construit son film en... Et quoi ? Grossophobie. Ah, ouais, la fameuse grossophobie. Ouais. Aujourd'hui, les noirs sont devant les gros encore. Faut être un gros noir, Michael. Oui. Et voilà, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu en avant-première. Du coup, je n'ai pas vu à sa sortie, mais je pense qu'il pareil, il a eu 1 semaine d'exploitation avant le 2e confinement. Et pour moi, là, il manque ce film parce qu'il aborde des choses intéressantes et c'est un film de genre presque, qui est très dur, qui procure beaucoup d'émotions et qui a des acteurs extraordinaires en fait, peut-être les meilleurs acteurs français, parmi les acteurs français. Et je pense que c'est un vrai flop ce film. C'est un excellent film qu'il y a eu en fait. Ouais, c'est fou parce que moi j'étais surpris aussi. C'est-à-dire que la structure, le début c'est d'une intelligence folle en fait, de partir des 3 points de vue différents et de montrer les 3 points de vue différents. Et j'ai été un peu déconcerté par ça, mais c'était tellement bien fait. C'est-à-dire que pour chaque point de vue, la caméra, elle est vraiment au bon endroit, au bon moment. C'est une maîtrise cinématographique, c'est une maîtrise d'acteurs, parce que les 3 acteurs, effectivement, comme tu dis, sont extraordinaires. Et puis, c'est vraiment c'est un film de genre. Ça va, au début, c'est pas dans le film de genre. Je trouve qu'au début, au contraire, ça fait presque drama policier, pour ensuite rentrer presque dans autre chose et dans presque un truc politique. Dans la 2e partie du film, et je trouve que c'est un film fort. Et oui, c'est un grand oublié, je suis totalement d'accord. Beaucoup plus que Miss, là pour le coup, il aurait pu même gagner meilleur film, je pense. Parce que, oui, pour moi, il aurait mérité le meilleur acteur, la meilleure actrice. Il aurait pu conquérir dans toutes les catégories. Faut dire du coup que c'est 3 policiers qui accompagnent un immigré à la frontière, à quelqu'un qui est soupçonné d'avoir préparé un attentat, et ils ont une mission un peu banale entre guillemets, qu'ils ont un peu, une mission de routine où ils doivent l'accompagner dans une voiture à l'aéroport, puis ils signent 3 papiers et ils s'en vont. Et le fait que le film commence avec ces 3 points de vue qui du coup un petit peu ludiques, dans le sens où tu revois les mêmes scènes mais tu comprends différemment, et qui osent ensuite se rester dans la voiture et finir le film que sur ça, sans fioritures. C'est waouh, c'est vraiment du cinéma, comme on en voit peu, quoi. Ouais. Là pour le coup, c'est un film de cinéma, c'est vraiment, c'est très très bon. Et je connaissais pas Anne Fontaine, ça m'a donné envie de découvrir ses films. Donc ça fait Maïwenn et Anne Fontaine à voir plein de films. Et oui, mine de rien. T'as toujours les films de Céline Sciamma aussi, si tu t'ennuies. Ouais, mais elle était pas nommée cette année. Céline Sciamma, c'était l'année dernière, donc c'est fini. Voilà. Et j'ai vu La jeune fille en feu, donc c'est bon. J'ai vu ce qu'elle peut faire de mieux. Bon, c'est bon, personne n'est frustré, tout le monde a parlé de ce qu'il aimait. Et de ce qu'il aimait pas. Est-ce qu'on peut dire que Connecté non. aurait dû être au César ? Ah bah oui. Il devrait... Ouais, mais il sera au Gérard. Il sera pas au César, mais il sera au Gérard. Au Gérard, ouais. Donc les Gérards, ce sont les Razzie Awards français, c'est-à-dire les films les plus nuls de l'année. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @LosersClub. LOL, le Losers Club. Je le redis parce que la dernière fois, j'ai pas eu plus d'abonnés, donc le Losers Club. Et comme vous voyez, je suis un peu enroué pour cette fin d'émission, c'est d'avoir trop parlé. Donc, c'est pas Pitiri. Je vous dis à dans 2 semaines pour un sujet qui sera encore plus passionnant. Au revoir. Au revoir, bye bye. Bonne soirée. Do you want a balloon too, Georgie?